Bonjour à tous et bienvenue sur Res Publica Universalis. Cette semaine, on va parler de Final Fantasy VII. On va pas mal reparler des justes de Camus, puisqu'en fait, je parle de FF7 en faisant une comparaison avec l'œuvre de Camus. Final Fantasy VII, un de mes jeux vidéo préférés, né dans une époque dorée pour le jeu vidéo. Né aussi avant surtout le 11 septembre 2001, et qui a beaucoup contribué à délégitimer l'action terroriste en Occident. Ce qui explique sans doute pourquoi Square a mis autant de temps pour faire un remake, les gens en fait n'étant probablement pas préparés mentalement à voir revenir un jeu vidéo avec autant de zones grises. Pas très glamour de vendre un jeu vidéo où vous incarnez un groupe d'éco-terroristes, laissant entrevoir ainsi la possibilité d'une violence légitime dans les années 2010. Donc pour rappel, dans Final Fantasy VII, vous incarnez un groupe de personnages appartenant au réseau terroriste Avalanche. Le réseau terroriste Avalanche qui lutte par la violence contre la Shinra, une espèce de méga corporation qui a pris le contrôle quasiment du monde. Avalanche entend sauver la planète en menant des actions terroristes contre les installations de la Shinra pour amener le peuple à se soulever contre la corporation. Une méga corporation tellement puissante qu'elle a sa propre armée, qu'elle a aboli toute forme de structure politique autonome, qu'elle exerce un pouvoir économique sans aucun partage, et qu'elle est capable d'exploiter toutes les ressources de la Terre sans aucune limite. Le pouvoir économique de la Shinra repose en grande partie sur l'exploitation de l'énergie Mako, une forme d'énergie qui représente l'essence vitale de la planète, et qui lui permet notamment de produire de l'énergie et des armes. Le bon vieux truc du complexe militaro-industriel. Grâce à l'énergie Mako, la Shinra finance notamment des programmes d'habitation, d'infrastructures et le développement économique de l'ensemble de l'humanité. Elle sème aussi la désolation, les inégalités et les crimes de guerre partout où elle passe. Le cœur de votre groupe est formé par Barrett, dont le village a été cramé par la Shinra, par Tifa, dont le village a été cramé par la Shinra, et par Cloud, qui a vu aussi son village cramé par la Shinra. Tifa croise le chemin de Cloud Strife, son ami d'enfance, qui est aussi un ancien soldat de la Shinra, et qu'elle arrive à convaincre de travailler pour Avalanche comme mercenaire. Cloud devient donc un mercenaire éco-terroriste au service d'une cause extrêmement violente. Voilà, ça c'est le protagoniste de votre histoire, puisque vous allez incarner Cloud une bonne partie du jeu. La première mission du jeu vous emmène dans un réacteur Mako, et voilà, vous avez tué des centaines d'employés innocents de la Shinra, rendu plein d'enfants orphelins, et détruit probablement une bonne partie d'un quartier de la ville. Ça, vous vous sentez bien? Ok, vous me direz, mettre une usine de pétrole ou une usine chimique aussi près de la ville, c'était sans doute un peu con, mais... Bon, c'est quand même vous qui avez fait sauter tout le Saint-Bastringue. Sur le moment, vos personnages n'expriment aucun doute. Cependant, le jeu vous fait remarquer subtilement, que ça soit via le réseau d'information contrôlé par la Shinra ou par un certain nombre de passants croisés dans la rue, vous êtes un gros connard. Et là, en tant que joueur, vous commencez à penser à la radicalité et aux conséquences de vos actions. Et donc, logiquement, vous récidivez. Voilà. Bravo. Vous êtes content. Meurtrier, va. C'est là que le format jeu vidéo est très intéressant, puisque l'interactivité de l'histoire, si elle ne vous laisse pas vraiment le choix, si vous voulez continuer de faire sauter ou pas, vous amène quand même à appuyer sur les boutons au moment décisif, en vous plaçant face à vos propres responsabilités de meurtrier terroriste. C'est cool, meurtrier. Vous posez vous-même les bombes, vous appuyez sur les boutons de déclenchement dans les réacteurs, et vous êtes témoin privilégié des conséquences de vos actions. En conséquence, la Shinra décide de réagir tout à fait logiquement.
puisqu'elle n'arrive pas à arrêter votre groupe par des moyens conventionnels en déployant ses forces de police et ses armes, elle va génocider tout un secteur de la ville de Midgar, en le faisant tomber sur le bidonville où se trouve la cachette de votre groupe. Et de vous faire porter le chapeau derrière. Bon, ça nous fait juste quelques milliers ou dizaines de milliers de morts en plus. Comme ça commence à faire pas mal de casse et que la moitié d'Avalanche s'est fait trucider au cours de l'opération, vos personnages décident d'aller semer la mort et la destruction dans le reste du monde, en partant à pied, à la poursuite d'un personnage qui semble, dans une certaine mesure, partager les buts d'Avalanche et sa haine contre la Shinra, à savoir Sephiroth. Le mec est encore plus radical que vous, puisque lui, son objectif, c'est quasiment de buter toute l'humanité, de raser la planète et en lui pillant toute son énergie, pour aller en refaire une un petit peu plus loin, qui sera parfaite, brillante, et dont il sera le dieu, ou que sais-je. Bref, le mec est l'incarnation de la plus totale radicalité éco-terroriste. Je comprends pourquoi le mec est tellement charismatique et apprécié de la fanbase. Ouais, c'est juste un gros... Bref, nos petits terroristes d'Avalanche partent parcourir le monde. Ils recrutent au passage d'anciens employés repentis de la Shinra, une gamine, un chat et un chien qui parle. Ce qui les mène finalement dans la communauté hippie de Cosmo Canyon. À ce moment-là du jeu, et notamment grâce au contact du personnage de Rive, qui leur parle notamment des conséquences de leurs actes terroristes, les personnages commencent une prise de conscience, en tout cas des conséquences de leurs actes, une prise de conscience aussi morale sur leurs actions. Il y a donc une prise de conscience à la fois de la violence qu'ils projettent sur le monde, mais aussi de celle qu'ils ont subie en tant que victimes. Chacun des personnages revit les traumatismes qui l'ont mené dans cette trajectoire de vie, et notamment les violences qu'ils ont subies de la part du système capitaliste de la Shinra, que ce soit par la destruction de leur village, ou par les expériences qui ont été menées sur eux, ou les gens qui ont été enlevés dans leur vie, en tout cas les conséquences concrètes d'un système de domination où la démocratie a été abolie, où la violence économique et écologique atteint son paroxysme, et où les personnages ont petit à petit une prise de conscience sociale, à la fois donc de leur place dans la société, mais aussi de comment on pourrait y apporter une réponse pour la réformer. Et à ce moment-là, notamment, les personnages réalisent que les actions menées dans Avalanche étaient plus des actions de revanche et de pure haine qu'une véritable tentative de transformation politique du monde. La question des regrets et des scrupules des personnages est à mon avis bien réelle, notamment parce que le jeu, à travers son interactivité, vous permet de faire des choix. Tout au long du jeu, vous avez la possibilité d'épargner ou pas des soldats de la Shinra, par exemple. Vous avez la possibilité de limiter ou d'augmenter les destructions contre les civils, ou encore, paroxysme, Avalanche, à la fin du jeu, peut affronter les armes, c'est-à-dire des monstres lancés par la planète, et qui incarnent littéralement l'idéal d'Avalanche, c'est-à-dire la destruction du système industriel et quasiment de la civilisation humaine, en fait, pour se protéger la planète. Et donc, cette incarnation de l'idéal initial d'Avalanche, vos personnages sont amenés à le combattre directement dans le jeu. En fait, il y a un fort symbolisme dans Final Fantasy VII. Les armes ne sont pas juste là pour le gros bilisme ou pour obtenir des items spéciaux à la fin. Il y a une véritable réflexion derrière. Revenons au juste de Camus, et notamment aux 3 critères moraux de la violence légitime que Camus avait posés, comparons-les avec l'action d'Avalanche dans Final Fantasy VII. Premier critère, est-ce que l'ordre auquel est confronté Avalanche est suffisamment injuste et impossible à abolir par la violence pour que l'action terroriste soit légitime? La Shinra est objectivement omnipotente. Par ailleurs, c'est une corporation, donc un organisme privé qui est dirigé par un conseil d'administration et surtout un président qui fonctionne de manière très hiérarchique, du haut vers le bas. L'entreprise est une structure qui est très hiérarchique et très tyrannique. La question de la démocratie dans l'entreprise est un truc sur lequel j'essaierai de revenir, et qui est assez intéressante, effectivement. On voit que la Shinra, dans le modèle traditionnel capitaliste
normal et vraiment quelque chose qui n'est pas réformable, un truc contre lequel vous ne pouvez pas, par des moyens normaux, vous opposer. Il n'y a effectivement pas de scènes politiques qui permettent aux personnages, en tout cas, de résister par des moyens pacifiques. J'allais oublier de dire qu'ils avaient aussi aboli le système légal, et qu'ils commettaient des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à foison. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, j'aurais tendance à dire, oui, Avalanche, l'ordre auquel vous faites face est injuste, et vous ne pouvez pas l'abolir autrement que par la violence. Et en plus, nécessité scénaristique ou dramatique, s'il n'y avait pas de violence, il n'y aurait probablement pas de jeu. Ou un jeu très différent. Deuxième critère de Camus, être soi-même dans l'action et prendre des risques. Là, c'est clairement le format du jeu vidéo, donc clairement les personnages sont au centre de l'action. Par contre, là où c'est intéressant, c'est vous, joueurs, derrière votre écran. Vous prenez pas de risques. Vous avez même un système de sauvegarde. Vous êtes obligé pour suivre le cours de l'histoire, de valider en fait des choix qui n'en sont pas vraiment, mais bon, c'est vous qui appuyez sur les boutons des bombes, par exemple, etc. Donc il y a une forte implication émotionnelle, on va dire, dans ce que vous faites dans le jeu. Et l'expérience, en tout cas, c'est surtout au niveau de l'expérience, finalement, que se place ce deuxième critère. Donc j'aurais tendance à dire, oui, le deuxième critère est rempli. Troisième critère de Camus, se fixer des limites. Et c'est un peu là que ça coince. Alors au début du jeu, évidemment, c'est ce que je disais, les personnages se montrent relativement impitoyables, et ce n'est progressivement qu'une prise de conscience va s'opérer sur la radicalité de leurs actes et les conséquences. Il faut aussi se poser la question, non seulement, bien sûr, des civils, des innocents et des enfants, mais aussi de tout le personnel qui travaille pour la Shinra. Est-ce que des gens qui sont pris dans une relation de domination économique, politique, etc., qui sont obligés de se conformer à une structure qui est très hiérarchisée, l'entreprise est une structure très hiérarchisée, sont complètement complices en fait des crimes qui sont commis par l'organisation. On voit que notamment un grand nombre de soldats ou d'employés de la Shinra sont loin d'être des salauds, et le traitement à leur appliquer doit être assez différencié, parce que notamment on a notamment un certain nombre d'anciens on le voit, un certain nombre d'anciens membres de la Shinra qui travaillent dans Avalanche, que ça soit Sid, que ça soit Vincent, et notamment des gens qui n'ont pas vraiment le choix, soit de se conformer à ce que leur dit l'entreprise, soit de vivre dans un des villages sous-développés du monde, au lieu de vivre par exemple à Junon ou à Midgard, dans un endroit, dans un logement bien rénové, propre, etc. Il y a beaucoup de personnages qui, à mon avis, dans le jeu, qui sont dans une forme de domination, où finalement on peut pas dire qu'ils sont mauvais, simplement ils essaient juste de vivre leur vie, et de se conformer autant que possible au monde dans lequel ils vivent, pour, je sais pas, pour fonder une vie de famille, pour répondre à certaines valeurs, comme par exemple l'ordre, ou une forme d'ordre en tout cas qui vient combler un chaos qui autrement pourrait mener ce monde-là vers une société brutale et violente. Donc moi je pense en tout cas qu'il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, et notamment le jeu permet de l'avoir à plusieurs moments, puisque le jeu nous demande à certains moments si on veut épargner, ou si on laisse certains soldats de la Shinra se rendre, quel degré de collaboration qu'on peut avoir avec la Shinra à certains moments contre les armes par exemple. Et donc ça pose une question de quelles sont les limites que le joueur se fixe pendant la partie. Jouer à Final Fantasy VII est un acte moral. Voilà. Vous êtes poussé à accomplir des actes moraux, et sur des choses qui n'ont pas forcément de conséquences. Je pense à l'épisode toujours du sous-marin avec l'équipage qui se rend, ça n'a aucune conséquence. Même le système de jeu ferait même que vous avez plus intérêt pour l'expérience à tuer les soldats qu'à les laisser se rendre. Et pourtant il y a plein de joueurs qui choisissent de laisser l'équipage se rendre. Ce qui implique donc là un choix moral désintéressé, complet. Ce qui différencie les personnages d'Avalanche de Sephiroth, c'est évidemment leur forme de fraternité, ou en tout cas leur forme d'esprit d'équipe. Si au début de l'aventure, Cloud, par exemple, est motivé par l'argent, et Barrett uniquement
par la revanche contre la Shinra, les motivations des personnages ne cessent d'évoluer tout au long du jeu. Et c'est le lien aussi qui se tisse entre les personnages qui définissent notre groupe et la façon dont ce groupe va évoluer. Là encore, c'est intéressant de voir que le jeu, l'interactivité, nous permet de choisir de qui on se rapproche le plus, notamment par exemple lors de l'épisode du Gold Saucer, où vous pouvez soit sortir avec Aerith, soit avec Tifa, soit avec même Barrett, Red 13 ou Yuffie. Je crois qu'on peut sortir avec Yuffie au Gold Saucer, je crois qu'on peut l'attraper avant. Si je me trompe, vous me le dites dans les coms. À plusieurs étapes du jeu, les personnages redéfinissent leur motivation. Donc à la fois collectivement à Cosmo Canyon, mais aussi individuellement à travers leur trajectoire personnelle. Donc c'est notamment le cas de Barrett au Gold Saucer, lorsqu'il se confronte au père de sa fille adoptive, et qu'il découvre pourquoi il a l'intention de continuer à se battre. Mais aussi par exemple au moment, attention, gros spoiler, enfin, qui ne connaît pas ce spoiler, au moment où Aerith meurt, Cloud sort de son état stoïque et décide de prendre sa revanche contre Sephiroth, ou encore, à un dernier moment, je refais un dernier exemple, le moment où Cloud est tombé dans un état catatonique, où c'est l'amour de Tifa qui va lui permettre de sortir de cet état catatonique pour revenir à la réalité et récupérer ses esprits. Ces motivations personnelles, justement, donc, elles résultent d'une conception concrète de l'amour, et pas d'une conception qui serait vague, comme sauver la planète ou quoi. Juste avant de partir au cratère, chacun des personnages cherche cette motivation concrète dans sa trajectoire personnelle et dans son histoire, et c'est ça qui leur permet à tous de partir unis et bien préparés pour affronter le personnage de Sephiroth dans la lutte finale. Yuffie doit retrouver l'amour paternel, Vincent celui de la femme qu'il a aimée en vain, Rive rêve lui d'une Shinra humanisée, Sid réalise que sa compagne Shira est plus importante que son rêve d'aller dans l'espace, Barrett comprend que sa fille est plus importante que son rêve de mort, etc. C'est cet amour concret qui permet au personnage de se réformer, d'éviter de vriller dans une spirale destructrice, à la fois parce que ce sont des motivations profondes et individuelles, mais aussi parce qu'ils expérimentent cette forme de fraternité au quotidien. C'est notamment sur cette base-là qu'ils finissent par se fixer des limites et à passer du statut de terroriste à celui de héros de la planète. Voilà pour cette série consacrée à la question « La fin justifie-t-elle les moyens ?» N'hésitez pas à me laisser vos réactions dans les commentaires, je ne fais nullement l'apologie du terrorisme ou de la violence en politique, bien au contraire. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo si vous avez apprécié, et je vous dis à très bientôt sur Res Publica Universalis.